Voilà, je vais avoir le plaisir d'animer donc une table ronde sur cette opération du bus du cœur lancée donc il y a 2 ans. Et on va commencer par visionner un film qui retrace un peu les premiers pas de ce bus, enfin si je puis dire, de ce bus du cœur à Lille justement, ici dans cette belle ville. Donc c'était l'an dernier, Claire et Thierry, et je vous invite Claire, Thierry et Sabrina, que je crois avoir entreaperçu, à me rejoindre sur le plateau pour cette première table. La maladie ne frappe jamais par hasard, on peut prévenir en se dépistant. On va faire quelque chose de puissant, de grand et pour longtemps, et qui pour toutes ces femmes qui sont là, va avoir un impact. On a mis dans ce projet 30 ans d'expérience sur l'accompagnement des patients, l'éducation du patient, les dépistages. Donc finalement, on dépiste des femmes, on les repère, mais en même temps on agit parce que derrière, on va leur proposer un parcours structuré, cardio-gynécologique. On leur dit écoutez-vous, prenez soin de vous, et maintenant c'est agir plutôt que subir. Voilà, je vous donne votre papier, puis vous allez pouvoir continuer votre petit circuit. Au-delà des femmes qui sont dans le bus, il y a tous les gens qui vont au village chanter. Et ces gens-là, on va leur apprendre des choses, on va leur montrer des choses, on va leur montrer des brochures. Alors vous avez des stands. Ces stands, alors d'abord il y a des jeux de mots systématiquement, on va avoir le cœur net, bouge ton cœur, au cœur de ma conso, les petits cœurs, etc. Tout le monde va se mettre à disposition pour que ça soit connu. Et il n'y a qu'à regarder les femmes qui sont actuellement dans le bus, qui disent oh là là, mais je ne savais pas, j'ai du cholestérol, il faut que je fasse attention, j'ai compris, puis je vais prendre ma tension. Voilà, tous ces actes qui peuvent nous paraître simples, en fait, sont méconnus par une partie de la population. Et là, ce que va faire le bus du cœur partout en France, en partant de Lille, et moi ça me fait très plaisir, bon, eh bien, je pense que c'est une action de service public, c'est une vraie action d'accès au droit pour tout le monde, l'accès à la santé évidemment étant majeur. Je vous invite à venir, j'appelle le prénom, donc Nadira. On a formé des ambassadrices santé. Ce sont des femmes qui, dans les quartiers en difficulté, vont accompagner d'autres femmes, également des hommes, pour se remettre dans un parcours de soins. Donc c'est ces femmes-là qui ont amené les femmes au bus. Parce qu'une femme qui est précaire, elle est très vulnérable et sa santé, ce n'est pas son sujet. Il y a ce lien de confiance qui s'est créé avec ces dames. Certaines d'entre elles se sentent plus à l'aise pour aborder la question de la prévention cancer, par exemple. D'autres sur les questions d'alimentation, certaines voilà, sur les maladies cardiovasculaires. C'est diversifié. C'est ce qui fait la richesse justement de ces ambassadrices santé, de pouvoir intervenir sur différents axes. On souffle en avançant, on inspire en revenant. C'est vraiment l'idéal de pouvoir toucher le maximum de personnes, de pouvoir aussi leur donner accès à toutes les informations, à des idées d'exercice et d'avoir un moment aussi d'échange pour répondre aussi à leurs questions. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur le cancer, le diabète, le cholestérol. Aujourd'hui, si on veut vraiment agir en prévention, il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers le public. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas malade, on ne se sent pas forcément concerné par les maladies cardiovasculaires et d'autres problématiques de santé. Avez-vous des problèmes cardiaques ou vasculaires? Non. Donc vous n'êtes pas suivi par un cardiologue? C'est très important pour nous, salariés Corian, d'être acteurs de ces actions de prévention pour que nous n'arrivions pas dans le soin de l'aigu. C'est vraiment notre cœur de métier en tant que soignants. Nous, on est là pour informer les gens, pour contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires, mais plus globalement à une meilleure santé pour tous, puisque l'alimentation, c'est un des premiers piliers de la santé. On est face à une victime qui vient de s'effondrer. Alors, quelle est la première chose que vous feriez auprès de cette victime? Il est fondamental que ce soit nous qui allions vers les citoyens, puisque l'inverse n'est pas possible, et que c'est le citoyen qui est à la base de toute la chaîne de survie. Quand vous irez voir votre médecin, ce qui serait bien, c'est que 3 jours après. J'explique comment on utilise l'appareil de tension et à quel moment il faut le prendre. La tension artérielle, c'est un des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Plus on va vers eux, plus on dépiste de personnes et mieux c'est. On espère voilà, sensibiliser à minima 2000 personnes par ville. C'est notre ambition en tout cas. C'est sauver à terme la vie de 10 000 femmes à 5 ans, mais je pense que on explosera les chiffres beaucoup plus que ça. En tout cas, on l'espère. Donc un film très émouvant 1 an après, Claire et Thierry. Je souhaiterais donc
qu'on fasse un peu un retour sur expérience et qu'on se pose la question, Claire, vous qui êtes professeure des universités en médecine vasculaire à l'Université de Lille, présidente de l'Association régionale de cardiologie Nord-Pas-de-Calais, vous avez été pendant 8 ans vice-présidente puis présidente de la Fédération française de cardiologie et vous êtes fort connue pour vos travaux en recherche épidémiologique sur l'hypertension artérielle et les risques cardiovasculaires chez la femme. Est-ce que vous pouvez nous donner, professeur, une définition de la prévention en santé et en particulier de la prévention en santé concernant les maladies cardiovasculaires? Alors déjà, la prévention, c'est la façon de vivre, hein, parce que dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie en ayant une hygiène de vie adaptée dès l'enfance, dès les tout petits. Et c'est se dépister, se repérer, pas faire l'autruche. Donc c'est repérer les facteurs de risque avant de rentrer dans la maladie. Je vous donne un exemple concret. Avoir une hypertension artérielle, donc une tension supérieure à 140/90, en soi, c'est pas très grave, le chiffre en lui-même n'est pas très grave, mais si on laisse courir cette hypertension, on risque de faire une complication et on rentre là non plus dans le facteur de risque, mais dans l'hypertension maladie avec l'accident vasculaire cérébral, par exemple. Donc c'est ça la prévention, c'est repérer, mais également, c'est pas qu'une affaire de docteur, c'est notre santé. On est avec un capital santé, c'est ça qui est important. Et ce capital santé, c'est d'abord à nous à le protéger. Le médecin, il vient là uniquement pour nous cadrer, ou pour nous accompagner, mais la première des choses à faire, c'est de prendre soin de soi. D'accord. Et finalement, est-ce que cette première saison, cette première tournée 2021, Claire, a confirmé votre conviction qu'il fallait se mobiliser justement pour prévenir ces troubles cardiovasculaires chez la femme? Alors déjà, ce n'était pas 200 femmes par ville, comme on l'a dit dans le film, mais on a fait 1200 femmes au total, parce qu'en moyenne, dans les villes, c'était plus de 227 femmes dépistées. Donc effectivement, on a fait une étude scientifique avec l'Université de Lille sur les 1066 femmes exploitables, parce qu'il y avait des données manquantes, et sur ces 1066 femmes, on a sauvé la vie de 957 femmes. C'est-à-dire, c'est des femmes à qui on a dépisté un facteur de risque, soit non contrôlé, elles le savaient, soit elles ne se savaient pas atteintes d'hypertension, de diabète, d'obésité. Et quand on a également croisé avec ce qui nous caractérise, nous les femmes, les facteurs de risque spécifiques des femmes, à savoir une mauvaise contraception pas adaptée, une grossesse compliquée, l'entrée dans la ménopause, là, c'était plus de 40% de notre population de femmes qui avaient cette double situation à risque. Donc 90% des femmes avaient au moins, c'est-à-dire c'est plus 2 ou plus, facteurs de risque cardiovasculaire sur lesquels on peut agir. Hein, on a arrêté 70% des contraceptions à risque chez des jeunes filles. La contraception, c'est pas un jouet, c'est pas un bonbon. On le fait parce qu'on ne souhaite pas être enceinte, mais on ne doit pas mourir parce qu'on prend une contraception. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc les chiffres, c'est ça. On avait 70% d'obèses. Obèse, donc c'est un index de masse corporelle supérieur à 25, ou un périmètre abdominal chez la femme supérieur à 88 cm, et la moyenne nationale, c'est 25%. Donc on a vraiment ciblé des femmes qui avaient besoin de ce dépistage, et donc voilà, c'est très utile. Donc impressionnant comme résultat, et c'est pour ça que ça continue, l'aventure continue, et l'aventure continue avec vous, Thierry, puisque vous vous êtes investi pleinement en cofondant avec Claire Mounier-Veillé, il y a 2 ans, ce fameux fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, qui aujourd'hui vous permet de pérenniser cette opération. Vous avez été sensibilisé très tôt, je crois, aux problématiques médicales. Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement pourquoi vous, chef d'entreprise, vous avez décidé de vous investir comme ça dans cette cause du cœur? Alors, d'abord, je suis absolument ravi d'être ici à Lille, parce que c'est vrai qu'au mois de septembre dernier, donc il y a un peu plus d'1 an, nous avons lancé l'opération du bus du cœur. Et c'était une vision, mais il fallait mettre cette vision en exécution, et il y a eu un accueil des Lillois et des Lilloises qui a été juste exceptionnel. Donc je suis absolument ravi que nous fassions cette matinale ici aujourd'hui. Alors, vous parliez, Marianne,
Oui, moi je suis à la base dirigeant entreprise. Il se trouve que j'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer des gens exceptionnels et d'accompagner des gens exceptionnels comme le regretté professeur Christian Cabrol pendant une dizaine d'années, mettant à sa disposition des moyens financiers et des moyens humains. Alors pendant 35 ans, j'ai eu le privilège de diriger des hommes et des femmes dans des très grands groupes autour des sujets de l'innovation. Et finalement, l'innovation est très proche de la santé. Regardez cette période que nous avons vécue, inédite, avec cette pandémie, et cette formidable démonstration d'innovation en action. C'est-à-dire qu'on nous disait, un vaccin, c'est à peu près 10 ans. Eh bien, en 10 mois, on a trouvé non pas un vaccin, mais 8 vaccins. Donc c'est un exemple d'innovation en action. Et la deuxième chose, on en a parlé tout à l'heure, et Serge, vous avez parlé de prévention. Et je crois que c'est toute l'évolution de notre système de santé qui doit évoluer vers un système orienté principalement curatif, vers du préventif, et c'est quelque chose qui est juste absolument essentiel. Les deux dernières choses que je rajouterais, c'est que quand on est très très privilégié, quand on a eu la chance de diriger des grands groupes, Microsoft, Cisco, il y a ce principe qui est de redonner du sens et de se mettre à disposition auprès des autres et finalement dans l'intérêt général. Et c'est entre autres la raison de mon engagement. Et puis il y en a une qui est peut-être plus personnelle parce que comme chacun d'entre vous, je suis père, je suis grand-père, j'ai 4 petits-enfants, parce qu'aujourd'hui les pathologies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, tuant 200 femmes par jour en France et 25 000 par jour dans le monde. Parce qu'entre ces chiffres et la perception, il y a un gap qui est considérable. Vis-à-vis de mes enfants et de mes petits-enfants, je ne peux pas leur dire « je savais », mais je n'ai rien dit. Voilà. Donc c'est modestement, avec à la fois humilité mais détermination, que nous avons, avec Claire, décidé d'associer son expertise médicale et scientifique qui est exceptionnelle avec ce que moi je pouvais apporter en termes de sociétal et d'économique. Et comment avez-vous procédé, donc avec quel partenaire, quelle équipe vous avez réussi cet exploit de monter ce bus qui va traverser cette année encore la France? Alors, quand vous avez une montagne à escalader, il faut d'abord se dire c'est quoi le cap, c'est quoi la vision. Et la vision, Claire l'a rappelé, c'est à 5 ans sauver la vie de 10 000 femmes. Et lorsqu'on a donné cette vision, un certain nombre de membres de notre conseil d'administration ou d'amis nous ont dit mais attendez, là vous êtes en train de... c'est tout de suite, c'est l'Everest. Bon, et on sait aujourd'hui, après 2 ans d'existence, que non seulement on va atteindre ces objectifs, mais qu'on va faire mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se donner des priorités. Et cette pandémie a fait ressortir une priorité pour chacun d'entre nous, qui est que finalement, cette période inédite a fait ressortir une précarité, et une précarité psychologique et une précarité de santé. Et donc, il nous semblait logique que nous allions au-devant de ces femmes en situation de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que la précarité est une source d'accélération de rentrée dans la maladie. Et donc, nous avons imaginé, inventé, créé cette opération Bus du Cœur, en se disant plusieurs choses. 1, on veut une opération qui aille dans les territoires. 2, on veut une opération qui aille au-devant de ces femmes, en allant les prendre par la main. 3, une opération qui, finalement, assure de la récurrence, donc sur 5 ans. Et 4, qui est de l'impact et qui permette de mesurer les progrès que l'on fait. Claire a parlé tout à l'heure de cette étude scientifique et médicale. On le fera chaque année, chaque année, chaque année. Et ça va devenir une référence mondiale en termes de facteurs de risque, on va dire gynéco, cardiovasculaires, que l'on veut mettre en avant. Donc oui, c'est au plus près des femmes qui en ont besoin, qui sont exclues des parcours de soins. Nous étions avec Priscilla la semaine dernière dans cette magnifique ville de Privas. Alors, je ne sais pas si vous savez bien situer Privas, moi je ne savais pas très très bien avant d'y aller. Eh bien, je peux vous dire que nous avons dépisté 166 femmes. En Ardèche, on peut presque. Absolument, c'est la capitale de l'Ardèche. Et quand vous voyez, comme dans toutes les villes, ces sourires, ces regards, ces remerciements de femmes, eh bien vous vous dites que peut-être vous avez une vraie utilité.
Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Claire, plus précisément, plus pragmatiquement, comment se déroule précisément le dépistage dans ces stands et dans ce bus du cœur? Alors déjà, les femmes sont préinscrites, c'est-à-dire que on travaille avec les services sociaux des mairies, les pôles ressources santé, mais ça peut être également une inscription directe auprès de la mairie. Donc il faut vraiment que la mairie soit partenaire de l'étape Bus du Cœur, parce que sinon il n'y a pas de dépistage Bus du Cœur. C'est vraiment l'originalité de ce projet, de cette action, c'est de remettre au sein d'un territoire un véritable maillage entre des professionnels de santé, et pas que des médecins, c'est tout type de professionnels de santé, les acteurs sociaux et les associations. Et en fait, on crée du lien également entre la ville et l'hôpital. C'est pas le CHU d'un côté qui fait le gros bras et les cliniques de l'autre. On est tous ensemble au service de l'autre. Donc ces femmes, elles sont préinscrites, elles sont accueillies par un professionnel de santé, c'est pas forcément un médecin. Donc il y a un petit cahier qui est pré-rempli sous forme de oui/non. On interroge cette dame et en l'interrogeant, c'est à la fois une vertu éducative pour la personne qui fait l'entretien, qui n'est pas forcément cardiologue, qui ne connaît pas forcément les spécificités du risque des femmes, et également une valeur éducative pour la femme qui dit « Ah tiens, ça, je ne savais pas que ça pouvait être une maladie cardiovasculaire ». Donc il y a comme ça un volet cardiovasculaire, métabolique, où on les pèse, on rajoute 1 kilo parce qu'on ne les pèse pas toutes nues, on ne les déshabille pas, on leur mesure leur périmètre abdominal, et puis on a aussi la possibilité de faire un dosage biologique au bout du doigt, avec des appareils que nous prête Roche, donc c'est les Cobas. Donc on fait une petite piqûre et on fait un bilan lipidique complet de repérage. On ne traitera jamais sur un dépistage, la glycémie, et ensuite il y a l'entretien avec une sage-femme ou un gynéco. Une fois qu'elles ont tout ça, elles descendent du bus, et là il y a un médecin, là c'est obligatoirement un médecin qui fait la synthèse et qui écrit un petit mot pour le médecin. On a la chance d'avoir le partenariat national de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui incite toutes ces caisses primaires sur les territoires à participer pour remettre les droits des femmes à jour. Et là où on s'est amélioré en saison 2, c'est qu'on pré-réserve maintenant des créneaux de suivi cardiovasculaire, gynécologique, métabolique à ces femmes. Et nos secrétaires sont même sur le terrain maintenant pour donner un rendez-vous direct aux femmes. Donc c'est vraiment un parcours complet. C'est pas uniquement le bus Barbie Rose où on monte, c'est la fête. Il y a également tout un accompagnement. Dans le village santé, parce que je vois qu'il y a Yves Vincent qui est là et qui était à Lille et qui va nous suivre sur quelques villes, il y a également cette notion d'accompagnement sur le stress, sur la respiration. Il y a Aesio Mutuel cette année qui n'ont pas fait faire le vélo smoothie mais des massages. Donc voilà, on leur fait reprendre conscience de leur corps. Il y a les associations sur, alors on n'appelle pas ça violence faite aux femmes, mais paroles de femmes. Il y a tout ce qui est également cancer. Donc voilà, c'est l'addiction. Donc sur l'île, il y avait la clinique de la Mitrie, également l'activité physique. Donc vous voyez, c'est un temps médical de repérage, un temps de remise en circuit pour la suite, et ensuite un accompagnement sur le bien-être santé. Voilà. Très complet, très convaincant. J'en viens à une question que je vous avais posée au tout début, Claire, qui était de vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi vous réservez ça aux femmes, et qui plus est aux femmes en situation de précarité sociale, et les autres. Alors déjà, Thierry vous l'a dit, agir pour le cœur des femmes n'est pas réservé aux femmes en situation de vulnérabilité. C'est toutes les femmes. Et d'ailleurs, quand nous sommes allés à La Rochelle, on avait des femmes comme vous et moi. Comme il y avait de la place, on n'allait pas leur dire bah, « toi, tu as un foulard Hermès, tu viens pas ». Oui, bien sûr qu'on les accueillait. C'est-à-dire que quand il y a des créneaux disponibles, ces femmes-là, bien évidemment, sont accueillies également dans le bus. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces femmes, avec leur carré Hermès, elles sont aussi vulnérables sur le plan de la santé. C'est-à-dire qu'on ne leur propose pas plus un rendez-vous cardiologique si elles en ont besoin. Elles n'ont plus de suivi gynéco non plus. Donc voilà. Alors pourquoi les femmes? Parce que d'abord c'est la moitié de la population, que d'un point de vue épidémiologique, il y a effectivement une inégalité de prise en charge. On est dans la médecine du genre. Si je prends un autre exemple, les hommes migraineux, les hommes dépressifs, les hommes ostéoporotiques, on n'y pense pas. Mais pour nous les femmes, ce sont les maladies cardiovasculaires. Donc effectivement, on sait aussi maintenant avec la recherche que notre situation hormonale va vraiment nous faire prendre un risque supplémentaire par rapport à un homme. C'est-à-dire une contraception non adaptée, une grossesse tardive, parce qu'aujourd'hui l'âge moyen de la grossesse c'est 35 ans,
la première grossesse. Donc une femme qui a déjà des facteurs de risque qui est enceinte va avoir du mal à fabriquer son placenta, donc avoir une grossesse qui a plus de risques de se compliquer. Et ensuite, privée de nos hormones, eh bien, on va avoir un risque qui va s'envoler dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des règles. Alors on réhabilite le traitement hormonal de la ménopause. Donc voilà, donc, pourquoi est-ce qu'on a créé cette fondation? Parce qu'avec Thierry, on avait aussi fait un benchmark. Un benchmark, c'est un mot anglais. Donc on a regardé ce qui existait en France et ailleurs dans le monde sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc il y a des fondations, notamment l'américaine qui est connue, l'American Heart Association, a monté un programme qu'on connaît, Go Red, la petite robe rouge. Mais ce n'est pas complètement dédié aux maladies cardiovasculaires. Donc on s'est dit que finalement, en créant une fondation et un projet pour la femme, on allait fédérer autour de ces femmes tous les acteurs, pas forcément des cardios, mais pour une santé globale de la femme. Alors pourquoi les précaires, pour terminer, être plus rapide? Parce que la précarité, donc on avait un rapport qui a été fait par le Haut Conseil à l'égalité homme-femme il y a 3 ans, qui avait pointé du doigt que les femmes vulnérables, sur le score EPIS, c'est un score qui vous dit à partir d'un certain nombre de critères si vous êtes ou pas en situation de fragilité sociale, eh bien ces femmes-là, la précarité aujourd'hui est un facteur de risque cardiovasculaire supplémentaire et métabolique indépendant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux femmes précaires. On comprend mieux donc cette priorisation que vous avez donnée à l'opération. On ne peut pas traiter tous les sujets, effectivement, et là, vous allez effectivement vous attaquer aux sujets prioritaires. Docteur Priscilla Clofébès. Docteur, vous êtes médecin référent chez Corian et vous représentez aujourd'hui la direction médicale du groupe Corian, direction médicale France. Pourquoi la direction médicale France a voulu s'impliquer dans cette opération Bus du cœur? Et pouvez-vous nous dire pourquoi ce sujet concerne un groupe comme Corian? Oui, bien sûr. Merci, Marianne. Déjà, je démarrerai en vous disant que 83% des salariés chez Corian sont des femmes. Donc, autant vous dire qu'on s'intéresse, bien entendu, à tout ce qui va être relatif à nos collaboratrices. Et l'entreprise a une réelle volonté d'accompagner ses collaboratrices, justement, dans le prendre soin d'elles, parce qu'on est intimement convaincus que si les femmes qui sont salariées chez Corian prennent soin d'elles, elles prendront d'autant mieux soin des autres. Et effectivement, on est une entreprise qui a pour vocation, du coup, de prendre soin des personnes. Du coup, la participation de Corian à cette opération du cœur, elle paraissait comme une évidence pour nous, parce que c'était un moyen et c'est encore d'ailleurs un moyen de démontrer l'engagement de l'entreprise dans la démarche de prévention active. Du coup, la direction médicale, bien entendu qu'elle était partie prenante, elle a décidé de contribuer à cette opération, alors bien sûr en lien étroit avec la fondation, puisqu'au départ c'était la fondation qui voulait participer à cette opération. Et l'idée, c'était donc pour la direction médicale, avec la fondation, de pouvoir structurer cette action au sein du groupe. Du coup, ce qui avait été décidé, c'est de pouvoir impliquer les professionnels du soin, en fait, de la direction médicale, à s'impliquer dans les actions de terrain qui étaient proposées par le Bus du cœur, et également, du coup, de pouvoir apporter l'expertise de ces professionnels du soin Corian en proximité sur le territoire. Du coup, les médecins référents de la direction médicale et les responsables soins de la direction médicale se sont mobilisés pour pouvoir participer à cette action sur les différentes villes de passage du Bus du cœur, puisque donc il y en avait 5 en 2021, comme on l'a déjà dit. Donc ils se sont associés d'abord au comité de préparation dans ces 5 villes et qui se sont fait, donc vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Mounier, qui se sont fait en partenariat notamment avec les mairies, puisqu'elles étaient partie prenante, mais aussi avec les professionnels du soin, les acteurs du territoire, les centres hospitaliers, les cliniques, etc. Et du coup, ils ont, donc on l'a dit, les médecins référents et les responsables soins, ils ont également participé à des actions par la suite, donc à toutes les actions de sensibilisation, d'orientation de ces femmes en situation de précarité sur les lieux de passage du bus.
Et du coup, je l'ai dit, je le redis, mais vraiment, pour la direction médicale, l'engagement et l'implication dans ces actions de prévention telles que le bus du cœur, c'est vraiment un axe majeur de notre politique de soins. Merci. On arrive presque à l'issue de cette première table ronde. J'aurais voulu, Thierry, que vous nous disiez finalement où on en est de la tournée 2022, quelles sont les villes qui vont bénéficier du passage du bus cette année. Alors, Priscilla l'a dit tout à l'heure et c'est très important. Chaque ville, c'est finalement l'association et un triptyque qui prend à la fois la ville, l'ensemble des professionnels de santé, quelles que soient les spécialités, donc c'est un écosystème global, et puis l'ensemble des associations locales. Parce que l'idée, c'est le bus, 3 jours, mais c'est tout le suivi, c'est tout l'accompagnement. Comment est-ce qu'on réinsère ces femmes dans un parcours de soins? Donc c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui créent ensemble de l'intelligence collective et de la bienveillance collective. Alors, vous le disiez, Marianne, donc l'année dernière, 5 villes. Cette année, on fait 20 villes. Et puis l'année prochaine, 30, 40 et 50 villes. Donc c'est une opération au long cours. Nous avons démarré cette année à Cannes, Privas. Nous serons la semaine prochaine à La Rochelle. Et nous allons continuer. C'est l'occasion pour moi aussi de vraiment de remercier l'ensemble des acteurs qui rendent possible cette opération. Et je veux saluer l'ensemble de nos partenaires. Je veux saluer l'action parce que lorsqu'on a eu des discussions avec Corian, c'était avec votre prédécessrice, mais avec toute l'équipe de la direction médicale, vous nous avez tout de suite dit, on en est, on veut être avec vous, on veut vous accompagner. Et c'est cette action collective, c'est parce qu'un certain nombre d'acteurs privés sont ensemble dans un seul but, c'est cette cause et la santé des femmes. Donc on a la chance, et on est très honorés, de pouvoir bénéficier du soutien d'un certain nombre de grands acteurs qui nous accompagnent et qui rendent cette opération possible. Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Une opération comme celle-là, ce n'est pas une petite opération, c'est une opération coûteuse. Et donc, on bénéficie d'un certain nombre de grands partenaires. Et je tiens à remercier Corian, à vous remercier Marianne, avec toutes les équipes présentes, parce qu'il y a à la fois une contribution financière, oui, et puis il y a aussi une contribution humaine. Et une contribution professionnelle. Je crois que sur les 20 étapes cette année, Corian sera présent à hauteur de 13 étapes en ayant des professionnels du groupe qui vont se mobiliser et à qui finalement on va pouvoir remettre cette notion de vocation, cette notion de sens au cœur même de leur action. Et donc je veux saluer l'ensemble de ces acteurs parce que c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Priscilla, pour terminer avec vous, Corian sera présent dans combien de villes cette année ? Et vous, à titre personnel, Priscilla, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous a apporté l'an passé? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui de participer à cette opération? Alors, comme l'a dit Thierry, effectivement, on a prévu d'être présent dans 13 villes des 20 dans lesquelles va passer le bus du cœur. Du coup, moi, ce que ça m'a apporté, déjà, je voulais redire que on a tous vécu, tous les médecins référents et les responsables soins qui ont participé, on a tous réellement vécu le bus du cœur comme une chance pour nous, une chance à la fois sur le plan humain, sur le plan professionnel, enfin j'y reviendrai. On a démarré en fait en s'interrogeant sur quelles allaient être nos possibles missions en fait à travers ce bus du cœur, parce que c'est vrai qu'au début on savait pas trop comment on allait pouvoir s'intégrer à cette opération. Donc c'est vrai qu'on a démarré en se réunissant également avec la fondation pour se dire comment nous on va pouvoir mener une action pour accompagner au mieux ces femmes en précarité. Et c'était vraiment important pour nous de nous interroger préalablement sur quelles pourraient être ces missions. Ensuite, puisqu'on connaissait les 5 villes qui allaient être desservies par le bus, on a créé des binômes au niveau de la direction médicale. Donc dans chaque ville, il y avait un entre le médecin référent et un responsable soins. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le film tout à l'heure, il y avait Véronique d'Exemple et Nathalie Bazir qui est là-bas, qui sont présentes et qui ont été interrogées. Donc c'était vraiment important de savoir comment ce binôme allait s'intégrer au mieux dans l'organisation de la ville et vraiment de répondre aux besoins du territoire. On avait vraiment cette volonté.
Donc après, dans chacune des villes, finalement, durant 3 jours, on a pu participer donc au stand. Donc pour les responsables soins, les référents soins, on était surtout soit sur le stand d'apprentissage de l'automesure, on l'a vu tout à l'heure, c'était le stand sur lequel on a vu Nathalie, ou alors on était sur le stand d'accueil. Donc le stand d'accueil, c'était vraiment aller à la rencontre des femmes qui arrivaient, qui avaient pris rendez-vous, et être capable de leur expliquer quel allait être le parcours autour du bus, parce que le parcours, je ne crois pas que vous l'ayez dit, il dure quand même plus d'1 heure, entre l'arrivée des femmes en fait, et le passage dans l'ensemble des stands, sans même compter finalement le tour au sein du village santé. Hein. C'est vraiment le parcours de santé qui dure plus d'1 heure. Donc l'idée de ce stand d'accueil, c'était vraiment d'aller à leur rencontre et ensuite de leur expliquer ce qui allait se passer derrière. Donc c'est un stand qui est quand même très important pour ces femmes. Et ensuite, au niveau des médecins référents, on a plutôt été donc, sur le stand de synthèse que Claire a présenté tout à l'heure. Donc il y avait plusieurs objectifs à ce stand de synthèse. Le premier, c'était bien sûr de refaire un point sur le bilan de santé qu'avaient eu les dames du parcours, donc c'était leur restituer finalement les résultats de tous les dépistages. C'était aussi de pouvoir sensibiliser les femmes aux facteurs de risque cardiovasculaires et gynécologiques qui avaient été retrouvés pendant le parcours. C'était les accompagner finalement dans l'apprentissage en fait de la prise en soin de ces facteurs de risque, un peu d'éducation thérapeutique auprès de ces femmes. Et c'était pouvoir les orienter lorsque c'était nécessaire en fait par les acteurs du territoire pour qu'elles puissent prendre des rendez-vous pour approfondir leur bilan de santé ou traiter les facteurs qu'on avait pu retrouver. Donc c'est ce que disait Claire hein, pour le bus 2022. Du coup tout ça a été encore mieux organisé parce que c'était un vrai besoin qu'on a pu voir sur ce stand de synthèse en 2021. Voilà. Donc je vous disais pour moi sur le plan c'était vraiment une rencontre extraordinaire avec ces femmes, mais aussi avec tous les bénévoles en fait qui sont présents sur chaque ville. Et vraiment, ça nous a tous apporté, puisqu'on a débriefé tous ensemble à plusieurs reprises, ça nous a tous apporté humainement vraiment beaucoup de choses, et aussi sur le plan professionnel, parce que ça nous a permis de rencontrer tous les acteurs du territoire, les acteurs de santé du territoire. Donc ça, c'était important. Voilà. Merci pour cette restitution enthousiaste et pleine d'humanité. On voit que l'expérience au-delà de la prévention en elle-même est une expérience humaine, collective. Et je vous remercie Claire et Thierry parce que vous avez permis à nos équipes d'entrer dans cette dynamique collective. Je voudrais juste ajouter une chose parce que sur le témoignage de Priscilla qui est tellement juste. D'abord, tu l'as dit, on apprend tous en marchant. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, ce bus du cœur et ce parcours de repérage et de dépistage mobilise toutes les expériences et toutes les intelligences et toutes les bienveillances. C'est-à-dire que c'est à la fois des jeunes élèves infirmières en première ou deuxième année, c'est des généralistes, c'est des cardios, des gynécos, des sages-femmes, etc. Et quand on les voit ensemble, travailler ensemble, mettre finalement leur vocation au sens de leur action, c'est aussi pour Claire et moi véritablement quelque chose de très important parce que ton témoignage est aussi très fort parce que tu prends de ton temps, c'est de ton, on va dire de ton investissement, de ton partage d'expérience et c'est aussi comme ça qu'on fait en sorte de faire évoluer la prévention et c'est de la prévention en action. Voilà. Et je rajouterais aussi pour compléter, c'est que pour avoir aussi interrogé les personnes qui se sont investies, je pense la semaine dernière à Priva. À Priva, on est parti là-bas. C'est le directeur de l'hôpital adjoint qui nous a aidés à monter pour construire 3 jours avec un territoire complètement désertifié en médecins. Donc, on a vraiment donné, tu es venu à Priva, j'ai fait moi-même des dépistages, on n'est pas là uniquement avec Thierry à regarder comment ça se passe, on était sur le terrain à faire nous-mêmes les dépistages et surtout à chaque fois les cadres de santé, les médecins nous ont dit, ça nous redonne du sens. Parce qu'il faut savoir que l'hôpital public aujourd'hui est malade, est en souffrance. Le Covid nous a épuisés, ça il faut quand même l'entendre. On a un taux d'absentéisme à l'hôpital aujourd'hui au CHUC qui frise les 15%. Donc on ferme des lits, faute de professionnels de santé. Et je dis ça pourquoi ? Parce que ce projet Bus du Cœur,
Elles nous ont dit ça nous répare, ça nous aide à avancer, ça nous redonne envie. Et ça, je pense que c'est très important à souligner, c'est que ça répare aussi l'âme. Voilà, au-delà de la prévention, ça soigne aussi l'âme des gens qui soignent. On est d'accord, et je crois que la problématique des déserts médicaux que vous avez touché du doigt en allant à Privas, elle est majeure en France, hein, et peut-être ailleurs, mais en tout cas en France, on sait que c'est le gros problème auquel on doit faire face. Et ces opérations de nomades, finalement, d'aller dans les territoires, permettent justement, en tout cas, d'apporter une solution. On va terminer avec Sabrina, Sabrina Lamran, qui finalement va être notre grand témoin pour clôturer cette table ronde. Vous êtes devenue ambassadrice. Le terme est très officiel et très beau, du Bus du Cœur. Et je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes devenue ambassadrice et quelle a été votre expérience. Ok, bonjour. Forcément, pour expliquer mon engagement et le fait d'être ambassadrice, je dois vous faire entrer en fait dans ma vie privée. Donc en fait, moi j'ai 41 ans, je suis mariée depuis 20 ans avec mon premier amour. J'ai 2 enfants, Lali qui est en dernière année d'infirmière, Elsa qui est en alternance en vente, et moi je travaille en temps complet en Belgique dans un petit magasin et voilà, enfin, tout va bien, en fait. Sabrina, vous avez pris de votre temps, vous avez pris une journée de congé pour venir nous parler. Je vous remercie beaucoup. Ça va, hein, c'est mes collègues qui me remplacent. je prends un petit peu de temps. Oui. Je crois que vous êtes venue avec votre fan club. Voilà, c'est ça, avec mes parents et ma petite tata. Donc, en fait... On remercie aussi d'avoir accompagné Sabrina. Merci. Je suis la troisième d'une fratrie de 4 filles. Donc, j'ai grandi en parlant 2 langues. Maman est écossaise et papa français. On est chez nous très girl power. 4 filles, les 4 S, Sylvie, Stéphanie, Sabrina, Charlène. Et à nous 4, on a 7 petites filles et un petit garçon, en fait. Et il y a 10 ans, c'est notre première rencontre, en fait, avec les maladies cardiovasculaires. Par contre, on parle de chez nous, pas du tout de précarité et tout ça. Hein. Je dirais, on a accès très facilement aux soins. Et... Donc ce jour-là, le 16 mai 2010, on organise une fête familiale pour la communion d'Arline, qui est notre grande nièce. Et ma sœur Sylvie est prise de douleurs à l'estomac. On pense que c'est vraiment l'estomac. En fait, elle part aux urgences à Hasbrook, on n'est pas très loin de Lille, en fait. Et Sylvie n'est pas entendue, n'est pas prise au sérieux par l'équipe médicale. Elle attend donc 4h30 en salle d'attente, jusqu'au moment où en fait elle fait un infarctus du myocarde, qui est prise en charge beaucoup trop tard en fait. Donc son cœur est relancé une première fois. Pardon. Il est relancé une deuxième fois, et là elle part donc au CHU sur l'île. Et Sylvie reste 9 jours dans le coma. Donc on organise entre familles, sœurs, parents, des visites tous les jours pour lancer la mémoire, pour lui caresser les cheveux, lui parler de sa petite fille qui a fait à ce moment-là sa kermesse, enfin parler de plein de choses en fait. Mais le 25 mai 2010, qui est le jour de l'anniversaire de mon mari, Sylvie n'ayant pas eu son cerveau oxygéné assez longtemps, en fait, il faut prendre une décision qui est de la laisser partir. Donc, le 25 mai 2010, elle nous quitte. Ensuite, tout ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours la même question, on avait toujours la même question qui était « et si on avait reconnu les signes, et si on avait su que chez une femme, les signes sont différents de chez un homme, est-ce qu'on n'aurait pas insisté aux urgences, est-ce qu'on n'aurait pas insisté pour qu'il la prenne en charge ?» Et en fait, la question, elle va très vite trouver réponse. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2021, donc l'année dernière, je me réveille avec une forte douleur entre les omoplates et une envie de vomir. Et donc mon mari m'accompagne, je me lève en fait. Ma compagne me demande si je veux boire quelque chose. Je lui dis bah oui, de toute façon on se lève vite pour aller au travail d'ici 2 heures. Donc il me fait un café. Je bois le café et je vomis le café. Et en fait j'ai des fourmillements
au niveau de la mâchoire. Mais moi, je serais partie me recoucher, c'est mon mari qui me dit stop, j'appelle le SAMU. Et mon mari, Jean-François, insiste auprès du SAMU en rappelant ce que ma sœur avait vécu. Et en fait, je suis à mon tour victime d'un infarctus. Donc en fait, tout s'enchaîne très très vite. Je pars sur le CHU, je fais une choro. Et quelques jours après, en convalescence, je rencontre Claire, en fait, qui est plus qu'une rencontre médicale, je pense. Et qui me propose encore allongée, en fait, encore alité, si je veux bien l'aider à faire du bruit, elle, chérie, et vous tous, en fait, hein, qui voulez faire bouger les choses pour les femmes précaires ou non précaires, simplement faire bouger les choses, se dire qu'il y a 200 femmes par jour en France qui meurent de ça et que personne n'est encore formé ou... Enfin, quand j'entends certaines choses, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui a une douleur et on lui dit ben non, c'est le stress. Je suis stressée, tu es stressée. On est tous stressés, c'est la vie sociale qui fait ça. Et il faut prendre au sérieux les gens qui arrivent avec des douleurs. En fait, il nous en coûte, nous, de téléphoner aux urgences. Il me semble qu'une femme, elle met plus longtemps à téléphoner aux urgences qu'un homme, en fait. Et donc, voilà, Claire veut que je fasse du bruit. Il n'y a pas de problème, elle a trouvé quelqu'un. Et aujourd'hui, on vous donne le micro. Voilà, alors avec plaisir. Hein. Et donc, Agir pour le cœur des femmes m'a remis cette Légion du cœur, mais elle fait déjà partie de moi, je l'ai dans la peau en fait. Hein. Donc voilà, avec plaisir de faire du bruit et de passer des moments avec vous. En tout cas, c'est un témoignage très fort. Sabrina, aujourd'hui, on vous remercie beaucoup. On espère effectivement que cette voix que vous portez va être entendue largement. Et on ne cessera pas, nous, Fondation Corian, de la diffuser en tout cas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à tous pour avoir contribué à cette table avec autant d'énergie positive. Il nous en faut aujourd'hui. Et il faut se battre pour les femmes, pour leur cœur, pour leur vie. Et on est à vos côtés, nous, Fondation, pour ça. Merci beaucoup. Alors, il y a peut-être dans la salle des réactions, des questions, et il va y avoir une personne qui va faire de l'activité physique et qui va vous apporter le micro, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bien, bonjour à tous. Mais je suis très touché parce que bon, je connais Claire, entre autres, nous avons rencontré, et je crois qu'elle est enthousiaste, et vous avez fait partager des moments très prenants, très sensibles. Hein. Je pense que Sabrina, effectivement, nous a fait un témoignage poignant. Donc, je connais l'association depuis quelques années. Je souhaite mettre en place une conférence avec Claire et Thierry depuis un certain temps. On va la faire, j'espère, en 2022. Donc, je voulais dire merci à vous, merci au groupe et aux personnes qui l'accompagnent. L'enthousiasme, on a envie de le partager, je pense, et de faire porter la bonne parole. Et ceci dit, effectivement, quand on voit le nombre d'AVC par jour, c'est extrêmement inquiétant. Moi, j'ai l'occasion sur ma commune d'intervenir sur les gestes premiers secours. C'est toute une activité qui est importante et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte que ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Merci beaucoup, monsieur. D'ailleurs, on peut donner, Claire, est-ce qu'on peut donner le nombre d'AVC globaux? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que ça évolue? Et dans quel sens, d'ailleurs? D'abord, l'AVC, c'est la première cause de mortalité des femmes. Les femmes ne meurent pas d'abord d'infarctus du myocarde, mais d'accident vasculaire cérébral. Donc, sur les 76 000 décès par an en France de maladies cardio-cérébrovasculaires, il y a 2 tiers d'AVC et 1 tiers de coronaire. En gros, je vous donne un chiffre, c'est Santé publique France. Ça fixe déjà les choses, merci. Bonjour. Tout d'abord, un grand merci. Voilà, ça me fait du bien d'entendre aujourd'hui ces témoignages et votre investissement. En fait, on garde espoir en l'homme aujourd'hui. Ça fait du bien. Alors ma question, quand même, je suis très étonnée que tout ça soit financé par des fonds privés. Est-ce que vous avez aujourd'hui été encouragé par nos services publics? Parce que quand j'entends Martine Aubry qui dit effectivement c'est une mission de santé publique, est-ce que vous avez des relais au sein de l'État, du ministère de la Santé, qui peuvent vous encourager et vous aider pour pérenniser cette action? Alors, votre question est très très juste et merci de la poser. Alors, vous savez, vous avez deux possibilités.
La première, c'est de passer du temps à essayer d'agréger et de voir tous les gens, publics, etc. Il y a plein de gens de bonne volonté partout, public, privé. Hein. Mais entre le moment où vous commencez et le moment où vous commencez à agir, il s'écoule un temps qui est gigantesque. Voilà. Et puis, moi, je suis de culture plutôt anglo-saxonne et j'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis. Et j'ai le parti pris, et nous avons avec Claire décidé du parti pris de l'action, d'agir. C'est-à-dire qu'il y a une telle urgence. Cette urgence, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a dit, le plus vite, c'est d'aller au-devant de fonds privés. Et donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui une vingtaine, 25 grands partenaires, comme Corian, voilà, qui ont décidé de dire, on est avec vous, on monte dans le train, on y va et on fonce. Et puis, on va mesurer notre impact. Mais je ne doute pas que le public va nous suivre, va monter dans le train. Alors, ils ne seront peut-être pas dans le premier wagon, ils seront peut-être dans le deuxième ou dans le troisième. Mais je me félicite, par exemple, que la CNAM ait dit le bus du cœur, on le labellise. On le labellise au niveau national parce que c'est une action prioritaire et que nous allons apporter les moyens énormes de la CNAM en termes de labellisation et en termes de réinsertion de ces femmes par rapport à tout simplement leurs droits, parce qu'une partie de ces femmes sont exclues de ces parcours de soins parce que leurs droits ne sont pas à jour. Voilà. Donc, on va dire que c'est vraiment le parti pris de l'action, c'est la mobilisation de tous ces acteurs privés. Vous savez, la vie, c'est des rencontres. La vie, c'est des rencontres. Claire et moi, on s'est rencontrés, ça a été une très belle rencontre, et on a dit on va faire quelque chose ensemble. Voilà. Et donc, je ne doute pas qu'il y ait d'autres belles rencontres et qu'il y ait une forme de mobilisation. Et si je nourris un rêve, une ambition, c'est que ce mouvement que nous avons initialisé en France, mais aussi on a commencé à l'international, soit un mouvement qui soit inarrêtable. Et que demain, quand on pose la question à quelqu'un dans la rue, quelle est la première cause de mortalité des femmes en France ou dans le monde, on nous répond c'est le cœur. Et ce n'est pas le cancer du sein. Voilà. Le cœur tue 6 fois plus de femmes que le cancer du sein et on a beaucoup progressé et tant mieux avec le plan cancer. Donc voilà, donc c'est qu'il y ait un mouvement d'ampleur inarrêtable et faire en sorte que privé, public, on s'en fout, qu'il y ait une mobilisation collective et qu'on fasse en sorte que dans 8 cas sur 10, on évite à ces femmes de rentrer dans la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour à tous, merci pour votre intervention, pour la présentation de cette opération. Sabrina, vous avez fait du bruit, j'étais déjà convaincu avant que vous fassiez du bruit, mais je le suis encore plus depuis que vous en avez fait. Ma question se porte sur... En fait, je vais rebondir sur ce que vous venez juste de dire, c'est-à-dire l'ambition. En fait, vous avez dit que vous étiez sur une opération qui allait durer avec une récurrence de 5 ans. J'ai entendu en plus qu'il y avait une sorte de crescendo, puisqu'on a de plus en plus de villes. Alors moi, je suis un petit peu porté par ce projet. Je me dis, mais est-ce que ça va s'arrêter? Ou est-ce que l'ambition, puisqu'elle est inarrêtable, qu'est-ce qui va se passer après ces 5 ans? Alors, vous avez raison, mais vous savez, nous sommes avec Claire adeptes des petits pas rapides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plutôt que de se dire on fait un truc à 10 ans et puis voilà, non. Et de se dire on verra dans... Non, on avance et on apprend tous en marchant. On apprend tous en marchant, c'est une leçon d'humilité. Donc 20 villes cette année, je peux vous dire que pour embarquer 20 villes, c'est un travail colossal. Pour 3 jours, il faut 60 professionnels de santé. Trouver 60 professionnels de santé à Privas. Je peux vous dire que c'est un nightmare. Donc 20, 30, 40, 50. Et puis après 5 ans, vous savez, je vais vous dire une chose. Notre vision avec Claire, c'est que, eh bien, il y ait les équipes locales, toute l'énergie locale qui prennent le relais et qui finalement fassent que ce ne soit plus 50 villes, mais 60, 70, 100, 120 villes. Voilà. Donc, et nous, on veut aussi faire en sorte qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques entre les villes, entre ce qui s'est fait à Lille, à Marseille, à La Rochelle, Privas, mais aussi ce qui se fait à l'international. On est présent à Genève, on commence à être présent au Royaume-Uni, on fait des premières conférences en Floride. Et donc l'idée, c'est voilà, que ce soit un mouvement qui soit inarrêtable. Et un essaimage. Et les Américains disent une expression, je suis désolé, je n'ai pas l'anglais, qui dit « crack the code ». C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que, dans quelques temps, eh bien, on ait réussi à réduire considérablement les décès par pathologie cardiovasculaire. Voilà. Monsieur, devant vous, la boucle est bouclée, revient en 2e semaine.
Merci. Oui, au niveau du choix des villes, ma question est la suivante. Comment vous faites le choix des villes? Est-ce que ça vient des départements, des régions? Est-ce que vous parlez de mairie? Le CCAS intervient? Est-ce qu'on utilise l'ABS, l'analyse des besoins sociaux, pour faire ces villes-là? Alors, mes secondes questions, c'est comment choisit Corian pour, sur les villes qui prennent sur les 20, par exemple 13 sur 20, et comment vous faites le choix? Alors déjà, les 5 premières villes, elles ont été faites sur l'expérience que nous avions par le passé avec Thierry, où nous avions déjà fait des conférences cœur de femmes dans ces villes-là. Il y a 2 paramètres importants, c'est bien connaître l'écosystème de professionnels de santé, qui lui-même va connaître l'écosystème local des mairies, parce qu'on a eu des villes qui s'étaient portées volontaires, mais la mairie n'a pas pris à temps le dossier. Vous dépendez aussi beaucoup, les élus sont d'accord, mais ceux qui font tourner la boutique, ce sont les chargés de mission salariés permanents des mairies. Et si vous n'arrivez pas à convaincre le chargé de mission permanent de la mairie en charge du sujet de la santé, de la précarité, des questions sociales, on a eu le cas de villes où tout était prêt au niveau professionnel de santé, et la ville ne se fait pas cette année parce qu'il n'y a pas eu l'engouement, la personne n'a pas compris l'intérêt du projet. Donc nous choisissons les villes par connaissance, mais aussi par opportunité. Il y a des villes qui nous écrivent pour se porter candidate. On a ainsi une ville dans le bassin du Hainaut. On va aller à Sifour-les-Plages. Vous voyez, c'est à côté de Toulon. Sifour-les-Plages, ils sont partants. On est le 29 mars. On va aller le 10 juin. Ils pourraient dire, oh là là, 2 mois, c'est impossible pour nous. Mais ils y vont. Et en fait, on se rend compte par expérience, on en est déjà maintenant à une quinzaine de villes en préparation, que plus la ville est petite, plus la prise de décision est rapide. Et il n'y a pas ces circuits de dingue de certaines villes mastodontes, où finalement, c'est pas moi, c'est l'autre. Et on perd un temps fou, parce que finalement, il y a un délayage dans la prise de décision. Donc les villes à circuit court marchent très bien. Voilà. Alors après, pour la réponse du choix des villes de Corian, je laisse Priscilla répondre. Alors nous, c'est plus par présence en fait des professionnels de santé par bassin. C'est pour ça que moi, l'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 des 5 villes, parce qu'effectivement, elles étaient dans le sud et que moi, je suis basée dans le sud. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu la chance cette année de pouvoir déjà aller à Privas. Et du coup, je pourrais aussi aller à Sifour-les-Plages. Voilà. C'est ça. Donc nous, on a une présence, en fait, encore une fois, des responsables soins et des médecins référents sur 13 des 20 villes qui vont être desservies cette année, d'où la présence de Corian dans 13 villes. Et pour Privas, c'était plus par opportunité et pour rendre service, en fait, et nécessité. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on va finir là, là, tout à fait. C'était évidemment, merci encore. Le mot peut-être qui est revenu quand même souvent, c'est Priscilla qui l'a souvent utilisé, c'est chance. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est la chance des rencontres. Hein, et le art, hein, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. C'est aussi ça, la chance des rencontres, la chance de faire quelque chose où je trouve du sens. Chance et sens, il y a du lien. Et puis c'est intéressant aussi ce débat qui est très récurrent, privé, public, et ainsi de suite. Est-ce que j'attends que ça se fasse du haut? Est-ce que j'attends que ça se fasse du bas? La réalité, quand une société marche bien, c'est quand le haut et le bas se comprennent, s'entendent et avancent ensemble. Il n'y aurait jamais eu, sans Jacques Chirac, les progrès qu'il y a eu sur le cancer, par exemple. Mais c'est aussi parce qu'avant, il y a plein de gens aussi qui ont fait un boulot formidable autour de cela. Donc on voit bien que parfois, il faut une vision, mais il n'y a pas toujours un Charles de Gaulle ou un Pierre Mendès France disponible. Donc il faut parfois une vision. Et puis il faut parfois aussi... et puis il faut une société qui se bouge. On dit, ah mais là... ben oui, mais si la société ne se bouge pas, c'est toujours facile aussi de dire, ah mais ils font rien. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Donc c'est aussi cet élément-là. Je trouve que ce qui est intéressant aussi de cette expérience, qui est un témoignage, il y a dans ce pays... dont souvent on se plaint, qui adorent se plaindre d'ailleurs. On est quand même les champions du monde de la plainte et de la victime. Il y a aussi plein de gens qui font plein de choses et qui peuvent le faire parfois sur un tout petit territoire comme sur un grand territoire. C'est amusant ce que vous avez dit sur les grandes villes et puis les villes de circuit court. C'est aussi une ode au territoire. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire des grands machins, au bout d'un moment, ça fonctionne parfois plus difficilement. Et en même temps, certains grands machins permettent de mettre beaucoup de moyens. Donc, il n'y a pas de solution idéale, mais en tout cas, la piste, c'est celle-ci. C'est que les gens se bougent. Chacun a, pour une raison X ou Y, une envie particulière. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas « moi je sauve tant, moi je sauve » et ainsi de suite. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Mais on voit bien, et cette
cette question de prévention, on voit bien qu'elle ne se fera, on y reviendra, que parce que les gens sont eux-mêmes impliqués. En fait, on implique les gens à tous les niveaux et chacun s'implique à tous les niveaux. À propos d'implication, je vous propose là une bonne vingtaine de minutes d'implication nutritive. C'est-à-dire qu'il y a des cocktails, il y a aussi un petit peu d'information, il y a aussi un accueil autour de l'eau, il y a aussi un stand pour celles et ceux qui sont dans des logiques de carrière chez Corian. Enfin, il y a plein de choses. Et puis surtout, ce qui fait le plus de bien aux uns et aux autres, c'est le lien social. Donc c'est aussi une vingtaine de minutes pour discuter. Parce que ça, qu'est-ce que ça fait du bien? Et sans doute très très bon pour le cœur d'être juste en lien avec les autres. Allez, on y va et on se retrouve dans 20 minutes à peu près.